Bonjour, bienvenue sur le plateau du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture à Paris, dans le hall 4, où autour de nous, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est tant mieux pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, dans l'émission Parlons Vrai, en partenariat avec Le Figaro et aussi Wikiagri. Bonjour. Bonjour Antoine. Nous recevons aujourd'hui un agriculteur et deux autres personnes qui sont proches de l'agriculture. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir ces trois invités de marque au profil différent parce que vous avez tous un point commun, c'est l'agriculture. Défendre l'agriculture et les agriculteurs. Alors je commence par vous, Bruno Martel. Vous êtes éleveur laitier à Redon. Bonjour. Oui, bonjour, Bruno Martel. Oui. À côté de vous, il y a Vincent Ravalec. Vous êtes auteur d'un thriller tout à fait marrant, mais qui évoque aussi des thèmes très durs, un peu la désertification rurale, le suicide. Donc, vous êtes auteur du livre de Sainte-Croix-les-Vaches. Oui, tout à fait. Bonjour Vincent, on reviendra sur le livre tout à l'heure. Et à côté de vous, Jean-Patrick Schippers. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour. Vous faites revenir l'agriculture dans le monde urbain. On pense agriculture, campagne, mais aussi dans l'agriculture, dans le monde urbain, on en a besoin justement pour que les habitants aussi aient à manger, aussi pour redonner vie à nos cœurs de ville, pour redonner vie aussi à nos habitudes. On oublie complètement d'où vient la nourriture. Alors, qu'est-ce que vous avez un projet, je crois, je vais commencer par vous. Vous avez un projet qui va être inauguré mardi à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors l'idée de Peace and Love, en fait, c'est de reconnecter le citoyen à la fonction nourricière de la nature. C'est que, en tant qu'urbains, nous avons été relativement déconnectés de toute cette partie de l'agriculture et de ce produit que nous consommons. Or, ce produit, l'alimentation est extrêmement important pour notre santé, pour nous. Et l'idée des fermes potagères Peace and Love, c'est de reconnecter l'urbain avec son assiette en étant un lien entre ce qu'il va manger et ce qu'il va récolter. Donc en fait, c'est de rappeler à l'urbain d'où vient la nourriture, d'où viennent ses racines. Ce projet, il est où exactement ? À Beaugrenelle ? Alors il est à côté de Beaugrenelle, en bord de Seine, sur le toit de l'hôtel Yuma. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, c'est dans le 15e arrondissement. Absolument. Je voudrais revenir aussi vers vous, Bruno Martel. Vous êtes éleveur laitier. Vous avez mis au point quelque chose de tout à fait intéressant. C'est un petit film que l'on peut voir sur le hall 1, dans le centre interprofessionnel du lait, le CNIEL, où vous montrez un peu comment on produit le lait et comment c'est dur de produire du lait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, en effet, la ferme a été le support d'un film pédagogique sur le métier d'éleveur laitier en France. L'objectif, c'est de montrer la réalité du métier d'éleveur dans son quotidien pour pouvoir s'en servir pour promouvoir l'agriculture et l'élevage laitier français autant au niveau national qu'à l'international. Et ce projet Ferme laitière France, qui a été mis en place en partenariat avec le CNIEL, est vraiment un outil sans acteurs, sans studio, c'est vraiment la réalité du quotidien d'un éleveur. Et en plus en réalité virtuelle, et on peut voir la ferme avec des lunettes et on a l'impression d'être au-dessus, de plonger sur la stabulation. C'est une très belle stabulation, une très belle étable. Vous avez combien de vaches à l'intérieur ? Alors on a 120 vaches laitières et on a 200 hectares environ pour les nourrir. Donc, et 3 associés. Voilà, on est 3 associés, Jean-Marc et Julie, et on a même un salarié à mi-temps pour organiser le travail. Donc tout ça se situe au sud de Rennes, vers Redon, exactement à Bain-sur-Ouse. C'est vraiment la ferme traditionnelle de polyculture élevage qui a su évoluer avec son temps. Et c'est rentable ? Alors oui, chez nous c'est particulièrement rentable parce qu'on a aussi fait le choix de la segmentation. On est en agriculture biologique et comme vous le disiez, sur un territoire où le paysage est fait aussi à partir de marais et de bocages et de terres de valeur de potentiel agronomique plutôt faible, et on a adapté notre outil d'élevage à son environnement. Alors hier, Emmanuel Macron, le président de la République, a défilé, notamment dans le hall 1, près de votre stand. Est-ce que ça vous parle quand il parle d'un revenu digne pour que les agriculteurs puissent vivre de leur métier ? Est-ce que vous vivez de votre métier ? Est-ce que vous attendez quelque chose un peu des états généraux de l'alimentation ? Alors, c'est une question assez vaste, parce que les états généraux de l'alimentation, pour moi, c'est un principe très louable.
Mais malgré tout, le quotidien, moi, dans ma boîte aux lettres, c'est en permanence 30% de réduction, un produit acheté, un produit gratuit, 80% de réduction. Et je suis toujours assez perturbé avec cette notion de... Il n'y a que les produits alimentaires où on voit autant de promotions. Et j'ai un peu de mal avec ça quand même. Oui, vous parlez de la promotion des supermarchés. Oui, c'est ça, oui. Donc moins 30%, un produit acheté, un gratuit. Je trouve que ça dévalorise notre métier de producteur. C'est pas le commerce, c'est le commerce, c'est le bon jeu. Hein. Mais cet acharnement sur la promotion et la réduction, je trouve qu'en termes de valeur, moi qui promouvois l'excellence alimentaire française, je trouve que rien que le message de promotion systématique met le consommateur dans une situation où on peut toujours avoir un produit alimentaire moins cher. Et je trouve que c'est une posture, pour moi éleveur, qui est compliquée à assimiler, même si je comprends le commerce. Hein. Vous-même, vous vendez directement auprès des grandes surfaces ou non, vous passez par une coopérative en fait? Oui, complètement. Et moi, je livre l'intégralité de mon lait à une coopérative. Qui s'appelle Agrial. Voilà, donc en fait, même si vous-même, vous n'avez pas le contact direct, vous restez extrêmement sensible à la façon dont sont traitées les productions agricoles, alors que finalement, vous ne voyez pas votre propre produit. Quoi. Vous avez raison de faire la remarque. Et l'objectif de salon, comme aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir se confronter à un œil neuf et un œil de consommateur qui nous permet de nous interpeller en permanence aussi sur... on est producteur, on a un paysage autour de nous, un patrimoine, une histoire, mais malgré tout, le consommateur ne voit qu'à travers un produit vendu en magasin. Et je trouve que c'est essentiel pour un producteur d'avoir cette sensibilité commerce, parce que malgré tout, c'est le marché aussi qui commande les productions agricoles. Tout à fait. Vincent Ravalec, ça vous parle? Je rappelle que vous êtes auteur du livre qui s'appelle Sainte-Croix-les-Vaches. Vous habitez vous-même en milieu rural, pas en Bretagne, mais plus bas dans les Landes. Donc, est-ce que ça vous parle, ce que vient de dire monsieur Bruno Martel, éleveur laitier? Alors, ça me parle parce qu'évidemment, c'est des thèmes auxquels je me suis intéressé pour écrire le roman. Mais je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit mon voisin de gauche. C'est que moi, j'ai essayé aussi, en fait, d'une certaine manière, de reconnecter le lecteur avec le monde rural. Parce que, en fait, j'habite moitié à Paris, moitié dans un petit village, qui est un petit village de 250 habitants. Dans les Landes. Dans les Landes, oui. Et je trouve qu'il y a vraiment un hiatus et un gap qui est de plus en plus important, enfin moi que je ressens comme tel, entre les deux mondes, et qu'on demande aujourd'hui, quand on vit dans le monde urbain, on a l'impression, enfin de plus en plus, que les tomates ont poussé la nuit dans les supermarchés, que tout est tombé du plafond. Et je trouve qu'on demande au monde agricole des sortes d'équations impossibles, c'est-à-dire de produire de plus en plus, d'être de plus en plus rentable, d'avoir des fruits et des légumes magnifiques, mais en même temps, on ne peut pas utiliser de pesticides. Enfin, il y a tout un tas en leur mettant une pression économique, comme vous venez de le rappeler, énorme. Et moi, ce qui m'a intéressé, enfin, c'est de travailler plus dans le roman sur faire quelque chose de marrant, d'un peu drôle, d'assez humain. Et en fait, pour replacer le personnage de l'agriculteur vraiment comme un personnage de fiction. Je pense que la fiction, pour moi, est très importante. C'est avec la fiction qu'on écrit le monde. En fait, il y a la réalité, mais cette réalité naît parce qu'il y a eu des mythes, parce qu'il y a eu des contes, parce qu'il y a eu des légendes, parce qu'il y a eu des romans. Et je trouvais ça vraiment intéressant. En fait, j'ai inventé un petit village qui n'existe pas, mais enfin, en même temps, qui est très inspiré des repérages que j'ai faits, qui se passe grosso modo dans des causses, en plein centre de la France, où il y a un petit village qui a été totalement déserté. Il n'y a plus de république, il n'y a plus de pharmaciens, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de flics, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus de poste, il n'y a aucun service public. Et donc, vous dites que c'est virtuel, mais c'est aussi très proche de la réalité. C'est pas une fiction, ça. Non, non, mais je me suis vraiment inspiré de faits réels. Hein. J'ai rencontré vraiment pas mal de gens pour écrire le livre. Et en fait, j'ai essayé de convoquer dans cet endroit. Et en fait, il y a deux jeunes députés qui arrivent. Enfin, une jeune députée et son assistante, qui sont un peu inspirés. Qui s'appelle En Avant. En Avant, bon, qui est un petit peu inspiré de En Marche. Voilà. Et j'ai essayé en fait de juxtaposer dans cette espèce de théâtre vide, de faire venir un peu tous les acteurs, justement. Alors, des députés, il y a des mafieux qui arrivent. Il y a tout un tas, il y a évidemment des industriels bien intentionnés. Bien intentionnés. Et en fait, de recréer comme sur une scène de théâtre, un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça, quoi. Voilà, c'est juste un roman. Hein. C'est un roman, mais qui permet de faire passer des messages aussi avec de l'humour.
alors que ce sont des thèmes qui sont quand même graves. Bah Parce oui. qu'il y a même une tentative de suicide. Bah dedans, justement, il y a évidemment, parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup, enfin, je veux dire, des histoires qui sont tragiques, où des gens se retrouvent complètement désemparés par rapport à une situation matérielle terrible, à une situation humaine terrible. Et notamment, il y a une scène de suicide qui, heureusement, dans mon livre, se finit bien, mais je crois que dans la réalité, parfois, ça ne se finit pas toujours aussi heureusement. Oui, vous avez été inspiré de quelle façon par rapport à cette scène? Bah écoutez, par rapport à des choses qu'on m'a racontées, par rapport à des choses que j'ai lues, je me suis inspiré aussi de choses qui sont réelles. Et bon, c'est tout de même des scènes qui résonnent très fort et dans l'imaginaire et dans les affects, quoi, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on vit dans un monde urbain, les tomates, en fait, ne poussent pas dans les rayons des supermarchés. Enfin, elles viennent de quelque part. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de... moi, je suis vraiment très sensible à ça parce que depuis que je suis né à Paris, hein, moi je suis vraiment d'origine urbaine, je suis un pur parigot, quoi, ça fait plus de 20 ans que j'habite moitié de ma semaine à la campagne, hein, et c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport aux choses, quoi. On n'a pas le même rapport au temps, on n'a pas le même rapport, je veux dire, moi mes sens sont différents, ma manière de percevoir la vie est différente. Et d'une manière, enfin comment dire, substantiellement très, enfin c'est quelque chose de très fort, quoi. Et c'est vrai que le monde urbain aujourd'hui nous emmène quelque part, et manifestement vu les projections qu'il y a sur les 50 ans à venir, les villes vont devenir de plus en plus grosses, les campagnes vont devoir produire de plus en plus de nourriture, enfin je veux dire, ça a l'air d'être une réalité tangible, et tout ça pose des questions, je pense que c'est pas mal de les interroger à travers un roman en tout cas. Alors, vous qui êtes un observateur, comment vous arrivez à comprendre qu'une profession qui a été choisie, où on est en contact avec les animaux, avec le grand air, il y ait autant de suicides? Bah, je pense, alors écoutez, là je veux Parce pas que rentrer... Ouais. c'est un peu comment dirais-je, ça peut être une forme de rêve finalement, hein, de se retrouver dans des situations de travailler avec la nature. Écoutez, là, je pense que je vais m'aventurer sur un sujet glissant sur lequel je n'ai pas assez de... En tant qu'observateur, comme ça, simplement. En tant qu'observateur, ce que je pourrais dire, c'est que... On a compris que vous n'étiez pas un expert, mais un observateur. Ce que j'ai vu, moi, dans mes repérages, par exemple, j'ai visité d'énormes exploitations et où il y avait, par exemple, des animaux. Et franchement, j'aurais pas envie d'être un animal dans cette exploitation. Et je suis allé dans des exploitations beaucoup plus petites. Alors, c'est vrai qu'ils étaient bio, qu'il y avait un autre rapport. Bon, on arrivait dans la bergerie par exemple, mais on ne ressentait pas la même chose, quoi. Et je pense que les éleveurs ou les agriculteurs que j'ai vus, j'en ai vu certains qui étaient très épanouis et qui arrivaient à trouver un modèle économique a priori viable, et d'autres malheureusement qui étaient dans une espèce de spirale d'endettement, de production. Alors peut-être que je suis mal tombé, c'est peut-être un peu caricatural ce que j'ai ressenti, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu voir dans mon petit périple, hein, qui est loin d'être exhaustif. Bruno Martel, vous vouliez réagir par rapport à ça. Alors, en tout cas, moi j'ai vu, vos vaches ont l'air très heureuses dans les logettes. Il y a même des tapis en caoutchouc et de la paille. oui, des brosses aussi, et elles vont dehors, hein, bien sûr, elles vont pâturer à l'extérieur. Après, comment dire, on est aussi dans des organisations de travail qui sont astreignantes et contraignantes, en production laitière en tous les cas. Et la production laitière, on traite matin et soir, tous les jours. Et moi, si on n'était pas 3 associés, je ne pourrais pas être samedi, dimanche au salon. Je ne pourrais pas avoir quelques jours de vacances avec mes enfants. Mes parents allaient une fois par an à la mer et encore entre les 2 traites le dimanche. Et moi, j'arrive à aller pendant une semaine en vacances l'été parce que j'ai des associés aussi. Et la traite en élevage laitier, alors après, je ne sais pas les élevages que vous avez vus, mais moi, très honnêtement, je préfère avoir 100 vaches et être à plusieurs que être seul, même avec 30 ou 35 vaches. Après, c'est une conception individuelle, hein, du métier. Mais à côté de ça, c'est aussi des horaires plus souples, une gestion de l'astreinte dans notre métier, un animal qu'il faut déplacer ou porter ou changer des bêtes de champ, etc. Quand on est à 2 ou à 3, c'est beaucoup plus agréable que quand on est tout seul soumis à la pression, aux contraintes, au quotidien, à la météo. Et très honnêtement, moi je vis mieux mon métier parce qu'on est une exploitation un peu plus importante, mais à plusieurs, que si j'étais tout seul avec quelque chose de vraiment tout petit, ou parfois la rentabilité n'est quand même pas toujours là non plus. Et d'ailleurs, le thème de ce salon, c'est l'agriculture, une aventure collective. Et je crois que le collectif est tout à fait important, surtout dans les moments difficiles. Et que les cas de suicide, malheureusement, il y a un suicide tous les 2 jours
dans le monde agricole. Hein. Selon les statistiques officielles. Selon les statistiques officielles, mais, ou peut-être plus. Mais le suicide provient aussi du fait de l'isolement de l'agriculteur. Là, le fait d'être 3 associés, vous pouvez aussi regarder la stratégie et vous soutenir les uns les autres. Y compris s'engager dans des réunions, dans des rencontres avec d'autres professionnels. Et il faut aussi partager, côtoyer avec son environnement, se faire accompagner, cela jouer collectif. Hein, je veux dire, le pire, c'est, vous l'avez très bien dit, le pire, c'est l'isolement dans notre métier, parce qu'un agriculteur, comme vous le disiez aussi, on peut produire, attendre que la laiterie prenne le lait et l'emmène pour le transformer, et puis aller se coucher le soir avec ça. Mais moi, je ne conçois pas mon métier comme ça. J'estime qu'il faut s'ouvrir vers le monde, et on est dans des entreprises et dans des exploitations où la différence devient de plus en plus poreuse avec notre environnement, et toutes ces notions de bien-être animal, d'exigence sociétale, etc., on doit absolument s'y approprier. Mais pour s'y approprier, encore faut-il aller au contact des consommateurs, de ses voisins, et partager avec son environnement. Si on ne le fait pas, bien sûr, le risque, c'est l'isolement. Mais ce n'est pas toujours la seule solution. Hein. Bien sûr, il y a des cas de difficultés économiques. Hein. Je ne suis pas donneur de leçons. Hein. Mais c'est vrai que moi, dans mon périple, hein, tous ceux qui s'en sortaient bien, c'est ceux qui avaient mutualisé. Soit qui étaient en association, soit qui fonctionnaient en petits réseaux de petites exploitations. Et ceux-là s'en sortaient et ils avaient tous le sourire. Il faut dire ce qui est. Donc revenons à nos racines aussi. Nos racines, 80% de la population vit en ville et a oublié d'où poussaient les tomates, comme vous disiez, Vincent Ravalet, que ça ne vient pas du supermarché, ou le lait, ça ne vient pas d'une brique, le poisson n'est pas carré. Et c'est important, dans des moments comme celui-ci au Salon de l'Agriculture, de se rappeler d'où vient notre nourriture. Vous allez vous proposer un projet d'aller dans les villes, Jean-Patrick Schippers, pour expliquer aux gens d'où vient la nourriture et aussi pour apporter un peu de nourriture, parce qu'on va en manquer. Oui, alors je pense qu'il faut tout de suite bien comprendre que dans l'agriculture urbaine, la logique n'est pas une logique de production ou de nourrir la ville. Je pense que quand on va dans cette direction-là, on se trompe, dans la mesure où, si on prend l'exemple de Paris, si on a 10 ou 30 hectares à Paris, d'agriculture urbaine, c'est énorme. Alors, vous imaginez qu'on ne va pas nourrir la ville avec 30 hectares. Donc, le rôle de l'agriculture urbaine est vraiment un rôle de reconnexion à la nature. Et c'est ce que nous avons comme vision, c'est effectivement d'avoir une production. Il faut se réapproprier le côté production. Mes clients qui viennent dans les fermes m'ont par exemple demandé s'ils pouvaient manger les feuilles des fraisiers. Ce n'est pas une blague. Tiens, est-ce qu'on peut manger ça? Non, ça c'est une feuille de fraisier, vous ne pouvez pas. Et étaient tout étonnés qu'au mois d'avril, il n'y avait pas les tomates. Et donc, on a un vrai rôle pédagogique pour qu'ils recomprennent bien ce qu'est un produit et respectent le produit. Je rebondis sur ce que vous avez dit au niveau des promotions. Chez nous, on leur réapprend à quoi sert ce produit et la noblesse du produit. Et ils voient la difficulté. Ils voient cette tomate qui est plantée, qui va grandir, etc. Et donc, quand ils sont dans un supermarché, ils vont voir que quand ils achètent, ils font cet acte d'achat, en fait, ça a été des semaines et des semaines et des semaines d'attention pour que ça arrive là. Et je pense que l'agriculture urbaine, c'est le rôle qu'il a joué, c'est cette reconnexion à la nature. Et je pense vraiment qu'on est en fait complémentaires des exploitations. Et j'ai envie aussi de rebondir sur ce que vous disiez sur les modèles économiques. C'est que nous sommes un formidable laboratoire en fait pour les agriculteurs de la campagne. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important chez nous? C'est d'avoir des produits de qualité, c'est d'avoir un modèle économique qui est varié. Donc aucun modèle de production pure et dure ne peut fonctionner en ville. Ce qui veut dire que nous devons arriver à pouvoir nous diversifier. Je pense que c'est une des façons pour un agriculteur d'être rentable et de travailler en communauté. Une ferme pédagogique, si vous étiez près d'une ville, vous pourriez avoir des circuits courts également. Donc tous ces points-là qui sont traditionnels à l'agriculture urbaine, en fait, c'est un laboratoire pour l'agriculture de la campagne. On peut avoir des produits de qualité, comme vous dites, en agriculture urbaine. Il y a des a priori que vous allez me répondre par rapport à la pollution urbaine ou ce genre de choses. Ça n'empêche pas d'avoir des produits de qualité. Alors, si on va parler de pollution, il y a eu plusieurs études universitaires qui ont été faites à Berlin, à Paris et à Bruxelles, ainsi que les tests que nous faisons en ville. Alors, la pollution, il y a 3 vecteurs. Il y a l'eau, l'air et la terre. Alors, l'eau qu'on utilise est la même que tout le monde. La terre, en fait, c'est là où la terre peut être polluée en ville. Si vous installez un potager en pleine terre ou une ferme en pleine terre sur un terrain en ville, la probabilité que ça soit chargé en métaux lourds est assez élevée. Donc, il faut travailler en hors-sol avec des bacs ou une autre solution. Quant à l'air, effectivement, c'est une question de bon sens. Si vous installez une ferme à côté du périphérique, ce n'est pas une super idée. Maintenant, si vous l'installez à suffisamment d'espace entre les sources de pollution et votre ferme,
les études prouvent qu'il n'y a pas de problème et que, comme partout, vous lavez vos légumes et vos fruits à l'eau froide. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Jean-Patrick Schippers, qu'est-ce que vous allez produire très concrètement et qui va travailler la terre? Alors, ce qui est très intéressant dans notre modèle, c'est que sur 1000 m², nous créons un emploi. Je crois que pour le monde agricole, c'est assez surprenant, mais nous avons un ingénieur agronome qui vit de 1000 m². Parce que nous arrivons à transformer 1000 m² en 300 parcelles de potager et que nous pouvons faire vivre un équivalent temps plein sur cette surface-là. Et que va-t-il faire produire? C'est tout au long de l'année. On a à peu près une soixantaine de variétés de plantes qui vont produire. Ça va des légumes racines, ça va des légumes feuilles, et on va avoir des fraisiers, des tomates, des herbes aromatiques, des fleurs comestibles, un ensemble. Mais ils vont être vendus à qui? Vous passez par quel circuit de distribution? Alors, notre concept, c'est que c'est votre parcelle de potager. Donc, vous êtes client, vous venez chercher sur votre parcelle de potager la production de votre potager. Mais comme vous n'avez pas l'espace chez vous, ben, c'est chez nous. Vous n'avez ni le temps, ni la connaissance, on l'entretient pour vous. Donc, c'est... voilà, moi, en fait, c'est venu de l'idée que moi, j'avais envie d'un potager et que je ne savais pas m'en occuper. Et donc, je me dis, si quelqu'un s'en occupait pour moi, je serais très content. Mais ça me reconnecte quand même à la nature. Ce sont quand même mes fruits, mes légumes. Et combien ça coûte pour si je veux avoir ma petite parcelle de potager avec mes légumes? Alors, ça vous coûtera 8 € par semaine, ce qui n'est pas grand-chose. On n'a pas l'intention de remplacer vos achats en supermarché ou en coopérative ou en AMAP ou autre. C'est un complément, mais vous avez déjà un très bon complément nutritif de produits qui vous reconnectent à la nature. Bruno Martel, vous avez un potager du côté de Redon, à Bain-sur-Outz. Alors en fait, j'ai encore la chance d'avoir mes oncles et mes parents qui font le potager pour moi. Et je trouve que c'est assez confortable d'aller ramasser les légumes chez les autres. Un futur client. Voilà. Mais c'est souvent le cas, malheureusement, excuse-moi Antoine, mais moi j'ai été étonné aussi dans mes reportages ou mes repérages qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs qui ont le temps de faire leur potager. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et ce sont les premiers clients de Leclerc. Il y a aussi une équation là à résoudre. Alors après, on a des poules, hein. Oui. On a un peu de volailles, mais c'est vrai qu'un jardin potager, quand je vous entends, je suis attentif parce que je sais aussi que le milieu des légumes, c'est un milieu contraignant, compliqué, qui n'est pas aussi évident que ça. Et moi, mes parents m'ont toujours dit, si on fait quelque chose, on le fait bien. Si on ne le fait pas bien, c'est pas la peine. Alors après, on peut ne pas le faire bien et puis l'assumer, mais moi, je suis éleveur et je suis attaché à bien travailler. Et je sais que si je n'ai pas le temps de bien faire un potager chez moi, je préfère ne pas le faire. Et ça ne m'empêche pas de donner du fumier à mon oncle pour qu'il puisse en faire. Et puis, du coup, je récupère quelques légumes parce que je sais que la gestion des mauvaises herbes, de l'arrosage, des espèces, etc., c'est un vrai métier très, très technique. Et que quand on ne le fait pas bien, on est submergé. Et puis, constater devant sa fenêtre un potager qui n'est pas bien entretenu, pour moi, éleveur et producteur, ce n'est pas compatible. Je ne sais rien rajouter à ce que vous expliquez, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est que l'idée, c'est que c'est extrêmement compliqué de faire un bon potager. On arrive, nous, à sortir plus de 10 kg par mètre carré, ce qui est quand même énorme pour un potager, en mode de production biologique, donc sans pesticides, sans insecticides. Et je pense que ça répond à cette demande, mais on se rend compte que même avec ça, nos clients en veulent encore plus. Et donc, on ne peut pas faire que de la production, il faut faire la pédagogie aussi. Et les reconnecter à ça et leur remontrer. Par exemple, au mois de février maintenant, nous sommes en plein air, il n'y a strictement plus rien à récolter. Eh bien, comme ça fonctionne sur forme d'abonnement annuel, ils payent quand même ce mois-ci. Mais au mois d'août, il y aura beaucoup de production, donc ça va équilibrer. Mais tout ça nécessite beaucoup d'efforts de pédagogie. Et vous avez, le premier projet, il est né où? Je ne pense pas que ce soit à Paris. Vous avez d'autres potagers dans d'autres villes, en Europe ou peut-être en France? En fait, l'idée est venue simplement d'une propre frustration, comme j'expliquais, de rater mes potagers. Je suis bruxellois d'origine, donc nous avons commencé à Bruxelles il y a 2 ans. Nous avons installé un test technique à Paris et là maintenant nous avons une ferme complète qui s'installe à Paris. L'idée est d'en avoir une trentaine dans la région d'Île-de-France assez rapidement parce que je pense qu'il y a un besoin et nous valorisons des espaces qui ne sont pas utilisables non plus, des toitures, des espaces verts non utilisés. Donc nous sommes en complément avec ce qui se passe dans la ville. Vous travaillez en lien avec Anne Hidalgo, la mairie de Paris? Nous participons aux pariculteurs, oui, tout à fait. D'accord. Je voyais que vous vouliez réagir, Vincent. Non, moi je suis très intéressé par les prendre des cours parce que moi je me suis lancé dans mon petit potager il y a quelques années. J'arrive à produire quelques courgettes et 3 tomates, mais c'est assez laborieux, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous encourageons nos clients à avoir leur propre potager, leur propre bac chez eux. Ils ont leurs sources assurées chez nous.
Je crois qu'en saison, ils repartent avec 3 mètres carrés. Ils ont 3 mètres carrés. Ils repartent avec 2 granges chaque semaine. C'est énorme la production qu'ils peuvent avoir de ça. Mais on leur explique comment faire chez eux. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a les journées portes ouvertes. Je vous inviterai. Est-ce que vous pensez que l'Elysée est un bon endroit pour un potager? Ah, il semblerait que Mme Macron en veut un. Donc, on serait ravis de lui aider. Elle a déjà eu une poule hier. On a vu Yves de la Fouchardière avec sa poule rousse. D'ailleurs, il va lui en donner une deuxième. La première s'appelle Agathe. Avis au preneur pour lui donner le deuxième prénom à la deuxième poule. Mais c'est un bon début, une poule, dans un potager. C'est vrai. C'est vrai, mais les poules aiment bien être à deux aussi. Hein. On disait qu'il faut ça jouer collectif. C'est pas un animal solitaire. Tous les animaux, en fait, dans les champs, on voit bien un cheval tout seul est très malheureux. Donc, il faut toujours au moins qu'il soit deux. C'est vrai. Peut-être on parlait de collectif, excusez-moi. C'est que dans nos fermes, justement, en fait, vous êtes 300 familles. C'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est que vous n'êtes pas dans votre potager tout seul. C'est qu'il y a 300 familles qui partagent l'espace avec vous et qui partagent l'information, qui va partager. Et ça, c'est peut-être aussi intéressant à comprendre. C'est que vous avez votre propre parcelle de potager. Mais on a mis plus de 15% en espace commun que vous partagez avec les autres. Donc cette notion est très importante de partage, de communauté. Et ça, je pense qu'en ville, on parle de la solitude à la campagne, mais la solitude en ville est réelle. Je crois qu'il y a plus de 10% qui ne parlent à personne pendant un an. Et donc on a des clients qui viennent quasiment tous les 2 jours dire bonjour. Et dans les espaces communs, qu'est-ce qu'on y trouve? C'est quoi? C'est un banc? Typiquement, c'est là où on va mettre par exemple les courgettes. Parce que si vous 3 mètres carrés, vous mettez un plant de courgettes, vous n'avez plus rien. Et donc, on va aller mettre les courgettes là et vous allez partager la production des courgettes avec les autres. Sauf qu'on va mettre 100 plants de courgettes, donc vous aurez assez pour tout le monde. Antoine, tu voulais poser une question? Oui, Monsieur Martel, vous connaissez évidemment toutes les opérations de communication des agriculteurs qui font les opérations fermes ouvertes, qui portent différents noms selon ceux qui les organisent. On fait venir les citadins chez soi pour montrer comment ça se passe. Là, c'est exactement l'inverse. C'est la ferme qui se déplace au niveau urbain. Qu'est-ce que ça vous inspire? La démarche est intéressante. Elle rejoint celle qu'on fait ici aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Hein. C'est que c'est vrai que vous touchez vraiment l'enjeu des années à venir. On ne peut pas attendre que la société nous dise aussi comment on doit faire si elle n'a pas la connaissance sur la manière dont les producteurs travaillent. Donc il faut qu'on aille expliquer, et le but, moi j'ai eu la chance de participer à ce film sur un élevage laitier en France, hein, et le but c'est aussi de montrer aux gens chez eux dans leur canapé, sur l'ordinateur, qu'on peut leur montrer une vidéo de la réalité, de quelque chose de vrai qui est... c'est moi qui parle dans le film par exemple, c'est pas un acteur, hein, et le but c'est qu'il faut qu'on s'impose nous aussi, c'est pas toujours facile, hein, mais d'expliquer, de redire, de réapprendre et de nous placer aussi en bonne posture, parce que je pense qu'on ne peut pas tout attendre des autres non plus. Je pense à un dernier point aussi, et je rebondis sur ce que vous dites, c'est au niveau du prix. C'est que, si je ne me trompe pas, en 50 ans, on est passé de 30% du panier de la ménagère qui était consacré à l'alimentation à 15%. Oui, ça, c'est pas normal. Encore un peu moins. Ça, c'est pas normal. Il faut absolument qu'on retrouve un besoin et une envie de payer le juste prix pour les produits. Ça, c'est primordial. Ça, je crois que vous allez plaire à Madame Lambert, qui est juste à côté. C'est son combat, le juste prix. Elle n'a de cesse de le répéter et de dire que finalement, en France, l'inflation alimentaire est l'une des plus faibles en Europe par rapport au niveau général des prix. Et souvent, l'agriculteur est la variable d'ajustement dans notre système de prix, quoi. Quand on paye un produit 100, il n'y a que 6% qui revient à l'agriculteur, ou 6,2%, alors que vous couvrez 30% de l'investissement. L'installation laitière que vous avez chez vous, je ne sais pas combien ça a coûté. Ça a coûté combien? Un peu plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, ça ne s'amortit pas en un an. Et heureusement, vous êtes en lait bio. Donc déjà, vous avez une plus-value par rapport au litre de lait normal. De combien en gros? À peu près 150 € de plus pour 1000 litres, c'est-à-dire 15 centimes de plus par litre de lait. Donc ça, c'est ce qui fait aussi la différence. C'est ce qui fait toute la différence, en effet. Mais avec des contraintes de production qui sont aussi en mesure, et d'où l'intérêt de payer le produit à sa juste valeur normale.
apparemment, c'est ce à quoi doivent aboutir les états généraux de l'agriculture. Ouais. Mais Donc- s'il est à sa juste valeur et qu'on en donne 2 quand on en achète un, malgré tout, l'équation n'est pas évidente. Bien, messieurs, je vois que l'heure tourne. Si nous voulons laisser le plateau à Madame Lambert, présidente de la FNSEA, il va falloir qu'on arrête là. Je vous remercie. Merci d'être venus. Merci d'avoir apporté votre point de vue pour que l'agriculture en France vive et vive vers le futur, vers l'avenir avec des projets tout à fait différents. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.